Bonjour, dans cette séquence, on va parler de biologie. Et comme tu le sais probablement, la biologie, ça vient du grec, c'est une science qui étudie la vie, qui étudie tout ce qui est vivant. Et la première question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est de savoir au fond, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment caractériser un être vivant. Alors on peut commencer par essayer de faire une sorte de classement en mettant d'un côté les vivants, de l'autre côté les pas vivants. Et je suppose que tu seras d'accord avec moi pour dire que toi qui regardes cette vidéo, t'es bien vivant, moi qui te la présente également, mais que la caméra qui est en train de me filmer, elle n'est pas vivante. Bon, je suppose aussi que tu seras d'accord avec moi pour dire que mon chat que je te présente, il est très content de venir sur Internet pour la première fois. Lui, il est vivant, mais par contre, la souris avec laquelle il joue, elle n'est pas vivante. Et pour cause, c'est une souris d'ordinateur. C'est un peu comme la caméra, quoi. Bon, alors on pourrait se dire, mais au fond, qu'est-ce qui fait que je dis que ce chat est vivant, que cette souris ne l'est pas? On pourrait se dire que c'est une question de mouvement. Le chat bouge, mais par contre, ici, tu as une voiture, une automobile. Eh bien, cette automobile, elle bouge également, mais par contre, elle n'est pas vivante. Par contre, cet arbre qui, lui, ne bouge pas, il est clairement vivant. Et la meilleure preuve qu'on puisse en donner, c'est que cet arbre peut mourir. Bon, ça se complique. Alors on pourrait se dire, plutôt que de prendre un critère mouvement pour caractériser la vie, on pourrait se dire, on va regarder un peu la forme des objets qui sont vivants et qui ne sont pas vivants, la forme, la structure. Et par exemple, tout le monde pourra dire que ce caillou, lui, n'est pas vivant. Et puis on pourrait se dire, tout ce qui ressemble à un caillou ne sera pas vivant non plus. Et pourtant, si tu regardes ce banc de corail, par plein d'aspects, il ressemble à un caillou. Et pourtant, on peut montrer qu'il est bien vivant. Donc tu vois, c'est pas si évident. Ce qu'on peut essayer dans un second temps, c'est de classer les différents types de choses qu'on observe. Et c'est ce que les anciens appelaient les règnes. Et ils en connaissaient trois. Ils connaissaient le règne animal, donc c'est-à-dire les animaux, bien sûr, c'est-à-dire ce qui est doté d'une âme. En latin, anima, ça veut dire âme, esprit. Et donc, les animaux sont ceux qui sont dotés d'une âme, qui est une sorte de principe vital, de quelque chose qui les fait vivre. Mais à côté de ce règne animal, on a également le règne végétal, et ça vient également du latin, et ça veut dire qui végète, quelque chose qui respire, quelque chose qui se nourrit et quelque chose qui grandit. Donc ce n'est pas tout à fait aussi vivant qu'un animal, mais enfin, on peut montrer qu'effectivement c'est vivant. Et troisième règne, le règne minéral, c'est tout ce qui est sur la terre, à sa surface ou à l'intérieur, et c'est entre autres ce très beau caillou, mais ça, on se rend bien vite compte que le règne minéral ne contient pas grand-chose de vivant. Donc pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Et dans un premier temps, on pourra se dire, oui, voilà, ce qui est vivant, c'est ce qui appartient soit au règne animal, soit au règne végétal. Mais assez rapidement, on va inventer des engins qui permettent de voir les toutes petites choses. On appelle ça des microscopes. Et ces microscopes vont permettre de montrer qu'il existe des tout petits animaux, on appelait ça à l'époque des animalcules, des animaux minuscules. Et ces toutes petites bêtes, en fait, on ne sait pas très bien si elles sont végétales ou animales, parce que de temps en temps, elles se comportent comme des animaux, et pour d'autres propriétés, elles sont plutôt végétales. Donc on va les mettre dans une classe à part, on les appelle les protistes. Ensuite, on va perfectionner les microscopes, et cela va permettre de découvrir une toute autre catégorie d'êtres vivants, beaucoup plus simple, beaucoup plus petit que les protistes, ce sont les bactéries. Et les bactéries, tu en as sans doute jamais vu, mais tu sais probablement que c'est elles qui te donnent certaines maladies, comme la tuberculose par exemple, ou le tétanos. Bon, mais les bactéries ne sont pas que des êtres nuisibles, parce qu'effectivement, dans ton intestin, tu as des milliards de bactéries qui t'aident pour la digestion, parce qu'elles permettent de digérer certaines choses que tu ne pourrais pas digérer si elles n'étaient pas là. Donc ça se complique. Notre règne vivant a de plus en plus de catégories, et en fait, ça va encore se compliquer. Parce que par exemple, si tu vois les coraux dont on parlait tantôt, mais également les étoiles de mer, les méduses, toutes ces choses-là se comportent
plutôt comme des animaux, mais ressemblent par certains aspects à des plantes. Et c'est pourquoi les savants de l'époque appellent ce règne zoophyta. Ça vient de zoologique, hein, comme dans un jardin zoologique, les animaux, et phytes, ce sont les plantes, et donc on les appelle des zoophytes. Et de même, les champignons, par exemple, se comportent par plein d'aspects comme des plantes. Hein. Quand on les voit, on se dit que c'est des plantes, mais quand on les analyse, on se rend compte qu'ils ont pas mal de caractères des animaux, et c'est pourquoi on appelle ce règne phytozoa à l'époque. Donc ça se complique, et ça va se compliquer, ça ne va pas arrêter de se compliquer pour en arriver à ce qu'on voit maintenant comme l'arbre de la vie, donc l'arbre phylogénétique de la vie, c'est-à-dire la manière dont toutes les espèces sont liées. Et évidemment, je ne vais pas te demander de retenir tous les noms qui sont sur cet arbre. Ce que je voulais juste te montrer, ce sont deux choses amusantes. D'abord, eh bien, les animaux et les plantes qui étaient les seules choses qu'on considérait vivantes au début de cet exposé, eh bien, elles n'occupent qu'une toute petite partie de cet arbre gigantesque. La deuxième chose que je voudrais te faire remarquer, c'est que quand on regarde cet arbre et qu'on voit la manière dont les espèces sont apparentées les unes aux autres, la manière dont elles descendent les unes des autres, eh bien, ça nous amène à ce qui devait être un ancêtre commun universel. Et c'est lui que les biologistes appellent LUCA, pour Last Universal Common Ancestor, ce qui, en français, se traduit par le dernier ancêtre commun universel. Et donc, les biologistes pensent qu'il doit y avoir un ancêtre commun à toutes les formes de vie qu'on connaît jusqu'à présent et qu'on a pu étudier, par exemple, dans des fossiles. Et ça, je dois dire que je trouve ça assez plaisant de savoir que tous les êtres vivants sont de la même famille, sont des cousins. Alors il y a bien sûr des cousins beaucoup plus proches les uns des autres. Hein. Si on voit l'humanité, par exemple, c'est clair qu'on est tous des cousins très très proches. Mais si on peut dire que les animaux sont nos cousins également, les plantes aussi d'ailleurs, eh bien, on a même des cousins beaucoup plus éloignés, par exemple, des bactéries. Et ça, quelque part, je trouve ça vraiment très réconfortant de savoir que tous les êtres vivants sont de la même famille. Mais malheureusement, ça n'a pas du tout répondu à notre question. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qui est vivant? En effet, il y a certains points qui sont un petit peu limites. Par exemple, les virus. Les virus, tu les connais, hein, ils te donnent la grippe, par exemple. Ici, ce sont des virus qu'on appelle des bactériophages, c'est-à-dire qu'ils vivent aux dépens des bactéries. Ils infectent les bactéries plutôt que les humains. Mais en tout cas, ces virus, c'est un peu difficile de dire s'ils sont vivants ou pas. Par certains côtés, ils ont quelque chose de vivant, mais par d'autres, pas. Ce sera l'objet d'une future capsule où on verra pourquoi les virus sont ou ne sont pas vivants. Autre cas limite, ce robot, qui a visiblement été construit pour nous ressembler, et qui, si on lui programme suffisamment d'intelligence, pourrait peut-être un jour se poser la question, oui, mais et moi, suis-je vivant? Je vais te demander d'y réfléchir. Qu'est-ce que tu poserais comme question à ce robot pour déterminer si, oui ou non, il est vivant? Et si tu as envie, tu peux arrêter la vidéo pendant quelques instants pour y réfléchir. Tu as sans doute vu que ce n'était pas une question si facile que ça à résoudre. Pourtant, les biologistes sont d'accord sur 3 critères qui permettent de dire si quelque chose est vivant ou non. Premier critère, les êtres vivants répondent à des stimuli. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui change dans leur environnement, ils sont capables d'y réagir, de s'adapter à un environnement qui bouge. Exemple de stimulus, tu approches ta main de cette plaque chauffante, les capteurs de température qu'il y a quelque part dans ta peau vont envoyer cette information au système nerveux qui va réagir très rapidement en te disant de retirer ta main. Il y a des stimuli un peu moins extrêmes, par exemple, ici tu vois une orchidée qui est en train de diriger ses fleurs et ses feuilles vers la lumière, alors que ses racines vont plutôt dans l'autre sens. Donc oui, la plante peut répondre à un stimulus, peut s'orienter vers la lumière, le stimulus en question, pour en profiter au mieux. Et jusque-là, notre robot peut dire, bah oui, on peut également programmer pour répondre à des stimuli.
Par exemple, on peut très facilement programmer un robot pour qu'il se dirige vers une source de lumière ou pour qu'il fasse une certaine opération quand la température dépasse une certaine valeur. Donc jusque-là, notre robot va pouvoir dire qu'il est vivant. Deuxième critère pour être vivant, il faut échanger avec son environnement. Alors, d'abord, ça veut déjà dire qu'il y a une limite entre l'être vivant et son environnement. On verra ça un peu plus tard. Mais en tout cas, un être vivant, pour survivre, va devoir ingérer de la matière et de l'énergie et évacuer des déchets. Exemple d'échange avec l'environnement, tu sais très bien que pour survivre, tu vas devoir manger, tu vas devoir boire, tu vas devoir respirer. Il va y avoir des tas d'échanges de matière avec l'environnement. Autre exemple, également pour les plantes, c'est ici, tu sais très bien que pour qu'une plante survive, non seulement tu vas devoir lui donner à boire, mais tu vas également devoir la mettre à la lumière, parce que la lumière est la source d'énergie que les plantes utilisent pour fabriquer tout ce dont elles ont besoin. Donc les plantes également échangent avec leur environnement. Et jusque-là, le robot va également pouvoir se déclarer vivant, car même si tu discutes en lui disant que tu vas devoir lui mettre des batteries, tu vas devoir le brancher quelque part dans une prise de courant, pour qu'il puisse fonctionner, mais le robot va probablement te répondre qu'il existe des petites tondeuses à gazon qui sont programmées pour tondre la pelouse toute seule, trouver les limites du jardin et tondre gentiment. Et quand leurs batteries sont presque plates, eh bien, elles vont se diriger vers une petite station de chargement où elles vont pouvoir recharger leur batterie à l'aise avant de continuer la tonte de la pelouse. Et donc jusque-là, notre robot pourra probablement également se déclarer vivant. Alors pour le troisième critère qui fait que les biologistes appellent quelque chose vivant ou non, ça va être un peu plus difficile pour le robot parce qu'il s'agit de se reproduire de façon autonome. C'est-à-dire que les êtres vivants ont des descendants, ils ont des ancêtres, ils se multiplient et ils évoluent également, mais ça c'est une chose dont on parlera plus tard. Ici, exemple, une très belle famille nombreuse. Mais il ne faut pas être humain pour pouvoir se reproduire. Si on voit, par exemple, ici, cette petite séquence, on voit que des bactéries ici se reproduisent à toute allure. Bon, c'est un peu accéléré, mais assez rapidement, une seule bactérie va donner des descendants qui vont remplir tout l'écran ici. On voit que même pour des êtres vivants très très simples, eh bien, ces êtres vivants ont la capacité de se reproduire. Et là, notre robot va être un peu embêté, parce qu'il sait bien qu'il a été fabriqué, il sait bien qu'il n'aura jamais d'enfant, et il va donc devoir se déclarer comme non-vivant. Bon, si on se met à programmer les robots pour qu'ils puissent se fabriquer eux-mêmes, et qu'en plus ils s'améliorent, on arrive à quelque chose d'un peu plus limite encore, mais ça c'est de la science-fiction. Donc même si de temps en temps tu vas trouver des définitions un peu différentes, en gros, les biologistes sont d'accord pour dire que les êtres vivants doivent faire 3 choses qui leur permettront d'être déclarés comme vivantes. D'une part, réponse à des stimuli, on a vu, échange avec l'environnement, et enfin, reproduction autonome. Et ça, au moins pendant une certaine période de leur vie, parce que c'est clair qu'un bébé ne va pas pouvoir se reproduire, de même qu'un vieillard, mais au moins une période de sa vie, il a été capable de se reproduire. Donc on a répondu à notre première question qui était de savoir qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans la séquence suivante, on verra de quoi sont constitués les êtres vivants et on verra qu'ils sont constitués de sortes de petites briques de base qu'on appelle des cellules. Mais bon, je ne vais pas te gâcher la surprise, tu iras la voir dès qu'elle sera là. En attendant, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.